Donc, salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent et qui nous rejoignent. On est un poil impressionnés quand même avec Juliette parce que vous êtes plus de 400 à vous être inscrits sur le Eventbrite. Donc, petite pression de notre côté. Donc, en tout cas, merci d'être là. Donc, moi, je suis Laurence, fondatrice de Pollen Studio, et Juliette, elle est graphiste et prof à la GR, graphiste chez Pollen Studio et Oui, prof à la prof à la GR. GR. Et donc, on va vous parler des tendances 2021. Alors déjà, avant de vous dire trop de trucs, ouais, donc merci d'être là encore. Si vous voulez vous abonner ou tweeter ou partager sur Facebook, nanana, voilà nos comptes. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et tant que j'y suis, puisque vous êtes super nombreux, moi j'avais une question à vous poser. On se demande si on va pas faire une newsletter des mardis graphiques, parce que en fait là pour le moment, pour être au courant des mardis, on poste sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que ce serait pas mal qu'on fasse une newsletter et du coup vous pourriez vous abonner, vous seriez au courant de quand auront lieu les prochains mardis. Donc dites-nous sur le chat si vous trouvez que c'est une bonne idée que de faire ça, quoi, qu'on fasse une newsletter. Après, vous inquiétez pas, on va pas vous inonder de newsletter Oui, bah non. parce qu'on n'écrit pas des articles toutes les 2 minutes. Donc voilà, mais c'est juste une idée comme ça, donc on profite du chat pour vous poser la question. Voilà. Donc, les mardis graphiques, là c'est le troisième en mode webinaire. Les deux premiers étaient en mode privé. Mais c'est le 10e que Pollen Studio organise. Donc, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont déjà assisté à des mardis graphiques en live. C'est un petit peu différent des mardis graphiques en webinaire. Les mardis graphiques en live, ça a lieu à peu près 3 fois par an dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts de Rennes. Il y a une centaine de personnes à peu près dans la salle. Et il y a une partie conférence, une partie table ronde avec un ou deux studios graphiques qui sont invités à participer et les clients. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la relation entre les graphistes et les clients. Donc, il y a la conférence, la table ronde, et puis après, il y a des questions de la salle, et à la fin, on boit l'apéro. Voilà. Mais ça, c'était dans le monde d'avant. Et donc, forcément, avec le Covid, on a été un peu obligé de passer en mode webinaire. Et du coup, notre but, c'est toujours la même chose, c'est toujours de partager la culture graphique. Ça s'enseigne pas à l'école, hein, c'est comme l'architecture. Donc, il y a plein de gens qui vont aimer le bleu, mais ils savent pas forcément pourquoi, ou qui vont trouver que tel typo est sympa, mais ils savent pas pourquoi. Donc, nous, notre but, c'est de partager la culture visuelle pour contribuer à éveiller un peu le regard de tout le monde. Donc, que ce soit en mode webinaire ou que ce soit en vraie conférence en live, c'est toujours la même chose. Par contre, en webinaire, évidemment, on est obligé de raccourcir la durée du mardi pour pas vous perdre tous en route. Donc, c'est que une conférence, donc un format un peu plus court. Et comment ça va se passer? Et donc, il y a à peu près une demi-heure de conférence sur les tendances. Et ensuite, une quinzaine de minutes de questions. Enfin, on verra selon si vous avez des tonnes de questions à poser ou pas. Et donc, vous posez vos questions via le chat de Twitch, j'ai réussi à le dire. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Twitch et qui n'ont pas le chat qui s'affiche à l'écran, en haut à droite de l'écran, vous avez une petite flèche qui part vers la gauche et donc il faut cliquer dessus pour que ça que ça fasse apparaître le chat. Voilà, et après pour chatter, il faut mettre un identifiant et un mot de passe, c'est ultra simple. Donc n'hésitez pas à le faire pour pouvoir nous poser vos questions parce que sinon vous pouvez pas. Donc voilà, et avant de commencer, j'avais un autre truc à dire. C'est que les tendances qu'on va vous présenter là, on n'a pas cherché à être exhaustive. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous présenter toutes les tendances de la Terre entière. Il y a des trucs dont on ne va pas parler, alors soit parce qu'on en a déjà parlé en 2020, soit parce que c'est moins de notre ressort. Là, ce dont on va vous parler, c'est surtout vraiment des tendances qui nous parlent à nous, des trucs qu'on aime bien, qu'on apprécie et qu'on sent qu'ils vont se prolonger en 2021. Donc typiquement, ça va être plus des typos, de l'illustration, du motion, des choses comme ça, que de la 3D ou des tendances sur les jeux vidéo, voilà, qui sont pas vraiment dans ce qu'on aime faire. Donc voilà, donc vous attendez pas à avoir un truc exhaustif sur toutes les tendances. On va clairement se focaliser sur ce qui nous touche et ces 4-5 sujets différents, quoi.
Voilà, et donc, Mhm. tadam, c'est Juliette qui prend la parole. C'est parti. Alors, on a dégagé une première tendance donc en illustration. On en avait déjà parlé l'année dernière, voilà, l'illustration qui montait un peu en puissance depuis 2020 du coup. Mais cette année, il y a quand même plus d'audacité et d'authenticité dans les visuels. On peut le voir pour ce premier exemple. Alors là, c'est pas, plus par rapport à tout ce qui est personnage, etc. Donc on voit que cette artiste, elle se réapproprie vraiment les proportions à la fois dans les bras, dans les jambes, etc. Qu'il y a vraiment une déformation voulue du personnage et que ça lui donne cette authenticité propre. Il y a aussi une sorte de matière qu'on peut voir dans le fond qui ramène aussi ce côté un peu manuel, un peu fait main ainsi que les petites formes voilà, qui volent autour. Euh, Même exemple par rapport au personnage, donc là c'est encore plus accentué. On a cet artiste qui vient vraiment créer des personnages avec des toutes petites têtes, des très grandes mains, des très grandes jambes, etc. Plus cette espèce de matière que l'on retrouve un peu partout, que ce soit dans le quadrillage dans les montagnes, le côté un peu pixel aussi, le brush, enfin, voilà, des choses que l'on peut faire via les logiciels, mais qui donnent un effet un peu singulier. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir son travail, c'est Kezia Gabriela, et ça m'a vraiment, en tout cas moi, tapé à l'œil voilà, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle réalise. Un peu plus différent en termes de style maintenant. Donc là, on est un peu dans le style BD, enfin ce qu'on peut retrouver dans les BD de notre enfance, par exemple, avec des contours très marqués, très fins, beaucoup de détails et en même temps de la simplicité. Et là, en fait, c'est pour un exemple pour vous montrer aussi que l'illustration dessert aussi des sujets très actuels, notamment là, c'était sur l'impact environnemental, pardon. Et cette fausse couverture, du coup, qui s'inspire du New Yorker, elle était là pour montrer en fait un Paris 2050 imaginé par des artistes comme Vincent Maillet. Toujours dans les contours bien marqués, là on a des exemples un peu plus vintage, basés voilà, sur des inspirations des années 80 un peu plus, avec cette symétrie que l'on peut retrouver à gauche, mais aussi des couleurs vraiment denses, vraiment, vraiment marquées. Encore un exemple du coup sur des contours comme ça cernés. Là, c'est une illustration qui a un sujet qui est quand même assez actuel. Enfin voilà, c'est la nourriture, ça parle à tout le monde. Après, ça a tendance, en tout cas dans les magazines, à être souvent représenté en photo. On n'a pas beaucoup de nourriture en fait en illustration. Et c'est pas pour autant que ça nous donne pas envie. Enfin là, clairement, moi j'ai bien envie de manger ce petit plat. Donc voilà, c'est un exemple en tout cas du New Yorker pour vous montrer que même dans des grands magazines, on retrouve voilà, ce genre de style en illustration. Et pour parler encore donc de magazine, c'est un exemple là de Pulse Magazine pour vous montrer que l'illustration, elle dessert aussi beaucoup la mise en page. En fait, là, il y a un jeu entre voilà, les blocs texte, la typographie et l'illustration. Donc ça se fait de plus en plus dans les magazines, notamment Pulse et aussi Uzbek Erika, par exemple. Des bons exemples. Je vais passer la parole à Donc, Laurence. donc voilà, donc nous, ce qu'on aime bien, c'est évidemment l'illustration et la suite logique de l'illustration. Donc que ce soit la tendance très texturée, très Mm, sensible que Juliette vous a montré au début, mm, ou que ce soit la tendance avec des contours un peu à la BD, c'est à la ça. papa, là, en mode RG et tout ça, Mm, ces deux tendances-là se retrouvent dans le motion design. Et donc, voilà, on va retrouver des contours noirs, on va retrouver, comme sur ce motion, une animation assez basique. C'est un peu rétro-moderne, quoi. mm, C'est un peu de l'animation comme on la faisait avant. Et en même temps, c'est quand même assez sympa, quoi. Enfin, ça a vraiment mm. un côté rétro-moderne. Donc la tendance de l'illustration se retrouve dans l'anime, sur cette anime-là, sur celle-ci aussi. Donc c'est pareil, contour cerné, une animation Flat. flat, Mm, c'est des aplats de couleurs. Il y a un côté aussi un peu texture, matière. Vous voyez là les quadrillages, les pointillés, etc. Donc il y a un côté
années 80, dans les couleurs, voilà. Et puis là, on voit de l'animation en 3D, enfin c'est de la 3D, mais c'est de la 3D sans ombre, toujours en flat et tout ça, quoi. Donc ça fait un peu animation comme on aurait pu la voir dans les années 80. Donc ça, c'est deux animes qui sont toujours avec des dessins cernés, contours et des aplats de couleurs. Mais tout à l'heure, Juliette vous montrait des illustrations avec du grain. Donc voilà notre petit singe qui lui a vraiment des textures, du grain. On sent que ce qu'on a envie de montrer, c'est justement on veut sortir d'un truc super lisse de l'ordinateur, à l'inverse des contours que je viens de vous montrer. Là, c'est une tendance plus sur voilà très sensible en fait. Et ça, ça se voit aussi sur la petite girafe hein, que je vais vous montrer. Autruche, à chaque fois je me gourde. Donc c'est une autruche, ce n'est pas une girafe. L'autruche, on va y arriver. Et cette autruche, elle est aussi hyper texturée. Donc elle a des grosses pattes, un corps en broche, un mouvement, voilà. Et elle est animée image par image. Donc elle a aussi un côté vraiment old school, quoi. Donc voilà, donc on voit qu'il y a des tendances sur le côté un peu lisse, dessin au contour, et aussi l'inverse. C'est un peu toujours ce mouvement-là, hein. Quand il y a une tendance, il y a souvent l'inverse, avec des tracés très sensibles. Pour la typo, que se passe-t-il? Pour la typo, il y a aussi, on en avait parlé en 2020 déjà, donc je pense que Réjeanne et Charlotte vont vous envoyer dans le chat le lien sur l'article sur les tendances 2020. C'était les typos cinétiques, donc les typos animés. Ça continue encore aujourd'hui, hein, donc des typos assez basiques qui sont animés, et c'est la typo qui fait le spectacle en fait. Dans toutes ces animations que je vous montre là, c'est le cas. C'est des typos qui sont pas très complexes, mais n'empêche que l'animation rend ça super sympa, quoi. Ça bouge dans tous les sens. Enfin, c'est hyper agréable à regarder. Je vous cite pas tous les auteurs, hein, mais vous les avez en haut à gauche. Bon, ça, c'est Pollen Studio, Cocorico, une anime qu'on a faite nous. Et en fait, ce qu'elles ont en commun, toutes ces animes, c'est qu'on est comme un lapin dans les phares d'une voiture, on est scotché sur l'anime, quoi. Donc voilà. Pour autant, ces typos, ces animes, elles ont des typos très bâtons. Ce qui s'est passé dans les années 2015, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la mode du blending. C'est toutes les marques de luxe et les startups qui se sont mises à utiliser des typos bâtons hyper simples. Je sais pas, Mailchimp, Yves Saint Laurent, ils ont tous abandonné leurs anciens logos pour passer à des typos ultra simples. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'elles soient lisibles sur Internet. Et du coup, ça s'est appelé le blending, ce mouvement-là. Et donc, on a vu plein de typos bâtons apparaître. Et donc ça, c'était depuis à peu près 2015. Et aujourd'hui, du coup, on arrive à un mouvement inverse qu'on a appelé, nous, les typotypés. Et c'est Juliette qui vous en parle. Voilà. Alors du coup, en réaction à ce que vient de dire Laurence, on a dégagé des typographies qui sont pour le coup beaucoup plus souples, beaucoup plus dessinées et sensibles. Enfin, pour nous en tout cas. Donc un premier exemple pour aller arriver en douceur avec ce visuel, avec une typographie qui a vraiment des échos vintage. On ressent un peu les années 70-80 avec cette souplesse dans les lettres, etc. Mais on a aussi cette idée que cette typo prend toute la place du visuel, de par son échelle, mais aussi la couleur assez visible, en fait, assez dense, c'est ça. On a le même exemple ici avec pour le coup des inspirations un peu plus hippies, les fleurs de fond, les formes vraiment très très dessinées, les pleins et les déliés, etc. Donc c'est des typos qui sont très souples, qui marchent très bien et qui parlent un peu d'elles-mêmes. Pour aller un peu plus dans le contemporain maintenant, une réalisation de Violaine et Jérémy qui, pour nous, sont des typographes un peu des coups de cœur à Pollen. On s'en inspire beaucoup, en tout cas, on aime beaucoup ce qu'ils font. Et clairement, là, c'est une typographie qui parle d'elle-même. Elle raconte une histoire, elle a besoin vraiment de rien, en fait, autour d'elle. C'est vraiment un élément graphique à part entière, en fait. Même exemple ici, on voit que cette typographie très souple, très dessinée, elle peut fonctionner toute seule. Là, on a un fond photo, mais si on enlevait la typo, le fond serait l'image en tout cas aurait beaucoup moins de force.
Un autre exemple, alors là, on va un peu plus vers le moins lisible. Cette typo que l'on retrouve en haut du visuel continue en fait sur les bords et vient cadrer le visuel. Et en dessous, la partie inférieure, du coup, c'est même plus des caractères, c'est même plus du lettrage, on est vraiment dans du graphisme pur, quoi. Et là, donc, on va encore plus loin avec un exemple qui se rapproche vraiment de l'abstraction. Là, clairement, voilà, la typo n'a plus pour but que d'être lue. Au contraire, elle est là pour être un élément graphique à part entière et voilà, pour faire joli, quoi. Pour Ouais, être très belle, ouais, quoi. ça devient décoratif et C'est puis ça ça. rappelle des typos. Enfin, là, l'image qui est en bas à droite, ça évoque L'art, le 1900, c'est l'art ça. L'art nouveau, nouveau. etc. Mm, Ouais, c'est ça ça. renvoie à des typos du passé, donc c'est vraiment de l'ornementation qui est Exactement, revendiquée. ornementation, ouais. Et Mm. ça fait un peu penser aussi des fois à des graphes. Enfin, ça Ouais, fait il y un a peu plein le lien d'inspi. entre Mm. les époques, quoi. Ouais, Mm. totalement, c'est ça. Donc c'est pour ça, c'est pour ça, je pense, que ça peut toucher en plus beaucoup de monde, ce style vraiment très prononcé de la typographie. Donc là, on a parlé de la typographie, voilà, assez souple, un peu déconstruite, etc. On a un peu vu ça aussi à Pollen, que dans la mise en page, ça se ressentait aussi. Donc c'est une tendance, la grille déstructurée, qu'on a vue déjà l'année dernière. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, mais cette année, ça se prolonge et vraiment, voilà, on sent que les gens se font plaisir. Donc pour un premier exemple, donc avec Murmure aussi, vraiment un studio que l'on aime beaucoup. On suit beaucoup leur travail. Donc ça, c'était ce qu'ils avaient proposé en 2019 pour le centre chorégraphique de Caen. Et on voit qu'en fait, ce logo, qui est la typographie de fond, elle est plus si importante. En fait, ils la mettent en retrait, ils la mettent en hors-champ. Donc, c'est pas le message important. Là, c'est vraiment cette superposition de photos, de brush, de typos qui vient rythmer vraiment le visuel. Et on peut voir aussi que grâce à ce système un peu de jeu, quoi, ça peut être un peu perçu comme ça, on a cette déclinaison de multi-affiches qui est possible. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est tendance qu'on avait quand même relevé l'année dernière, mais qui est encore présent cette année. Et donc pour vous montrer que Murmure continue un peu dans cette lancée de la déstructuration de la grille, donc pour le même client cette année, là, 2021, ils ont proposé ce visuel avec, comme vous pouvez le voir à droite, qui est donc le site du Centre chorégraphique national de Caen, c'est assez long à dire. Là, on peut voir un jeu vraiment interactif. En fait, on vient dans le site, on vient cliquer sur une page blanche et ça nous amène ces éléments, à la fois de la typo, de l'image, un peu d'informations, etc. Donc en fait, on vient créer notre propre grille, notre propre visuel. Et c'est pour montrer que l'aléatoire, le côté un peu déstructuré, finalement, ça devient presque plus important aujourd'hui que quelque chose de très très léché, etc. Enfin, voilà, les studios comme Murmure se permettent un peu plus de Ouais. liberté. Après, ce que dit Julien là sur le chat, c'est qu'il n'arriverait jamais à faire passer ça à ses clients. Oui, Alors, c'est sûr que malheureusement, nous aussi. Oui, c'est pas évident d'avoir ouais, les clients qui sont prêts à aller mm, jusque-là. On est bien d'accord. Enfin, c'est à la fois le studio qui doit les convaincre, tout mais il à faut fait. aussi avoir devant soi des clients qui sont réceptifs à aller jusque, Mm, enfin vraiment à pousser c'est aussi ça. loin que ça, quoi. Parce que c'est vrai que sur le site, c'est quand même assez Ah bah oui, particulier d'avoir cette grille c'est ça, c'est hyper nouveau. qui remonte comme ça, ouais. Totalement. Donc oui, c'est sûr que ça dépend aussi du client, malheureusement. Et un dernier exemple sur la déstructuration de la grille. Donc là, on est un peu plus sur des codes urbains, parce que du coup, c'est un festival d'art urbain en Espagne. On peut voir des codes de la rue, notamment le brush, la croix, voilà, des espèces de, comme si on avait graffé sur le visuel, des typos très simples, très lisibles, mais aussi cette espèce de déstructuration voilà, de De visuel et superposition. voilà, de superposition de photos, de typos, voilà, mais aussi, encore une fois, le multi-affiche dont on parlait juste avant, donc comme si voilà, on vient coller nos affiches dans la rue, voilà. Il y a aussi ce style-là. Ouais, et là, c'est particulièrement adapté à cet événement Oui. parce que c'est un événement c'est un festival Mm. urbain en fait. Donc, du coup, ils reprennent, ils détournent, ils se réapproprient C'est ça. vraiment les codes Mm. des panneaux d'affichage qu'il y a en ville Mm. sur lesquels il y a plein de collages machin et ils vont jusqu'à mettre des bouts de bombes et tout pour qu'on ait Mm. vraiment l'impression que ce soit
Enfin, c'est vraiment les codes de la rue qui sont réutilisés, quoi. Donc voilà, et la lisibilité, du coup, elle se fait parce que il y a quand même plusieurs affiches et qu'il y a quand même des morceaux de texte qu'on arrive à lire. Au bout d'un moment, voilà, on arrive à avoir l'information claire quand même. Donc je vais passer la parole à Laurence. Et donc là on vient de voir un style très déstructuré et comme je le disais tout à l'heure, souvent il y a une tendance qui part d'un côté et du coup c'est un peu comme des vagues, hein, comme un flux et un reflux. Dans l'autre sens, il y a une autre tendance qui vient répondre à la première et du coup il y a aussi des structures de mise en page, on voit revenir des structures de mise en page très cadré, très organisé, comme par exemple là pour Botanica, où vous avez un visuel donc, qui est un peu old school aussi, hein, qui fait un peu rétro 70s, de plantes, avec la typo, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, une typo assez spécifique quand même, dessinée avec des pleins et des déliés, pareil, un peu rétro. Et en partie basse, donc il y a ce truc qui fait étiquette, là, ce calage de texte en mode étiquette avec des filets fins. Et c'est très organisé, très droit, très structuré. Là, pareil, un exemple de compo faite par Violaine et Jérémy. Donc, on adore Violaine et Jérémy chez Pollen Studio. Où on retrouve des typos évidemment à la Violaine et Jérémy, donc hyper dessinés, vraiment rétro-moderne, d'inspiration, je sais pas, 1910, 1920, voilà. Et une mise en page avec des filets, donc vraiment tout le monde est bien rangé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça maintenant depuis un petit moment sur le print, mais ça sort du print et ça arrive sur le web parce qu'il commence à y avoir des sites internet comme celui-là où on voit cet alignement, cette grille très très fine. Et là, quand vous allez cliquer sur la typo, qui est aussi une typo originale et travaillée et un peu rétro-moderne, quand vous allez cliquer sur la typo, vous allez avoir des images qui vont sortir. Donc, ce principe de mise en page très cadré arrive aussi sur le web. Voilà, donc là, on vous a présenté un peu des tendances en ILU, des tendances en typo, des tendances en mise en page. Mais on vient quand même de vivre une année assez particulière en 2020 et du coup on a remarqué qu'il y avait cette année particulièrement plein de causes qui sont de plus en plus portées. Alors c'est revendiqué, c'est sans doute par les réseaux aussi que ça prend de plus en plus de force. Et du coup, il y a le graphisme se met au service de ces causes, que ce soit la lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit le féminisme, que ce soit... voilà, il y a plein de la tendance, les LGBT, pardon. Donc il y a plein de causes qui sont soutenues et du coup il y a un graphisme militant qui réapparaît parce que c'est pas nouveau, hein, le graphisme militant. Il y avait des fanzines dans les années 70, il y avait plein de choses underground, mais voilà, là on a l'impression qu'il y a un peu un renouveau du graphisme militant. Et du coup, c'est un peu la tendance spéciale 2021 de cette conférence. Donc voilà, dont on voulait vous parler un petit peu plus en détail. Alors, si on peut commencer par des sujets qu'a relevé Laurence, pardon. Je vais commencer avec le féminisme. Alors, le féminisme, c'est vrai que ça nous touche aussi à Pollen, forcément. On a trouvé, en tout cas, nous, qu'il y avait vraiment un réel essor dans ce côté un peu zéro retouche. Vraiment, on en a marre, en fait, de voir des visuels faux qui circulent. Enfin, voilà, on veut du vrai, on veut de la réalité. Et s'il y a de la cellulite, il y a de la cellulite. Voilà, exactement. Donc, pour ces marques-là donc de culottes menstruelles, on a vraiment cette idée de la femme qui a zéro retouche, qui est de toute forme, de toutes origines, etc. Donc vraiment, c'est montrer la femme telle qu'elle est réellement, avec ses défauts et ses qualités, etc. Un peu plus donc pour la photographie, donc c'est toujours la même chose, vraiment on voit les corps. Après là, c'est plus le côté esthétique qui nous a intéressés chez Pollen. C'est vraiment, de par aussi la lumière forcément, mais on voit le grain de la peau, on voit les poils, on voit vraiment toutes ces choses très naturelles, mais qu'on n'avait pas vraiment forcément l'habitude de voir avant.
Et c'est pour montrer vraiment voilà, le côté très esthétique et très nude, enfin voilà, c'est la tendance un peu nude, on appelle ça, très naturel des images. Ouais, en tout cas sur les images publicitaires, c'est vrai que Voilà. moi par exemple quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 20 ans maintenant, quand on cherchait des visuels sur les banques d'images Oui, ben voilà pour des personnes illustrer nues ou n'importe quoi, des voilà. articles, etc. Quand on cherchait des images, et ben sur les banques d'images, on avait déjà 95% des photos c'était Mm. des Américains et ils étaient tous blonds, blancs, C'est ça, ouais. grands, minces, Il n'y avait pas beaux, du tout de sur différence. des plages à Miami et voilà. Et il n'y avait aucune Ouais, diversité. c'est Et ça. c'est vrai que ça c'est intéressant, Mm. c'est que quand même maintenant ça y est. Enfin Ah moi bah j'ai oui. l'impression Mm. depuis 25 ans que je bosse que ça y est, on montre la Mm. diversité et même sur les pubs, alors il y a encore plein de pubs où les Oui. femmes sont super retouchées, mais il y Mm. a ce mouvement-là, on voit émerger cette Mm. tendance-là à dire non mais c'est bon, stop, on en C'est a ça. marre, C'est un on nouveau montre souffle des en vrais fait. gens qui sont beaux quand même, mais qui Voilà. sont pas retouchés dans tous les sens, Bah, quoi. qui sont comme nous en fait. Enfin, Ouais, clairement, auxquels on peut plus on s'identifier. s'identifie, exactement. Donc là, on sort un peu de la photographie. C'est pour vous montrer aussi que l'illustration enfin, sert aussi cette cause, la cause du militantisme. Donc là, c'est vraiment un travail qu'on vous conseille encore une fois d'aller voir de Xaviera Altena. Alors c'est une femme qui s'inspire beaucoup de la pop culture des années 80-90. Ça se voit par la couleur vraiment très tranchée et encore une fois bah, les traits cernés dont on a parlé tout à l'heure. Mais surtout, c'est une artiste qui montre les femmes très mises en avant. En fait, on a souvent cette contre-plongée, donc vue d'en dessous, de la femme, avec aussi cette échelle qui est un peu disproportionnée, notamment par les nuages. On voit les nuages qui sont tout petits, donc ça donne vraiment une importance visuelle à la femme qui est très, très forte, et elle est toujours aussi en action, voilà, elle revendique quelque chose, etc. Euh, donc on a fait cette édition chez Pollen pour HF Bretagne. Là, bah, c'est encore une fois mettre les femmes en avant. Donc là, c'est des femmes connues de l'histoire. Vous allez sûrement en reconnaître quelques-unes quand même. Voilà, donc on a toujours ce trait cerné, cette trame un peu vintage, mais aussi les couleurs très tranchées. Un autre exemple qui nous paraissait important de montrer, de Aurore Chapon. Alors Aurore Chapon, coucou si tu es parmi nous, je ne t'ai pas vu dans le chat, mais en tout cas, pour l'anecdote, Aurore, c'est quelqu'un qui nous suit depuis les débuts des mardis. Vraiment, elle a été là, fidèle à chaque fois, Et et elle a même fait partie... qui est elle est graphiste graphiste, rennaise. c'est ça, rennaise, ouais, c'est important de le dire quand même. Et on trouvait ça vraiment bien de la mettre, Enfin, c'était sympa, ouais. de montrer Faire son un petit travail. coucou. C'est ça, parce que bah, c'est totalement cohérent avec ce qu'on dit. Donc du coup, Aurore, là, elle a réalisé ce visuel de gauche au début pour un festival du féminisme. Mais ensuite, ça a été décliné en édition, donc on peut le voir à droite. Et on voit vraiment qu'elle réalise cette illustration très sensible, très, très personnelle, mais aussi qu'elle crée vraiment ces lettres, ce système de lettrage très, très dynamique, fait main en plus, enfin, voilà, elle insiste là-dessus. On voit que vraiment toute une page voilà, de l'édition est dédiée à juste un message. Donc c'est comme si voilà, elle venait crier le message, soit écrit sur des pancartes, dans des manifs, enfin, voilà, on sent vraiment cette idée de revendication. Et donc toujours par rapport à cette typo, vraiment faite main, etc., on a ce studio forme vive, Ouais, Forme excusez-moi. Vive qui est un incontournable Voilà, c'est ça, un du incontournable. graphisme Engagé, qui c'est ça. n'existe plus aujourd'hui, mais qui Non. vraiment a porté pas mal de Ouais. causes. Bah, qui était Et dans qui- les manifs. Pardon, j'ai coupé. et qui utilise aussi ben, le côté typo Voilà. fait à la main, quoi. On a l'impression que c'est des typos qu'on a écrit ça sur une pancarte, en fait. Ouais, totalement. Et du coup, bah, ça rend le message vachement plus personnel, vachement Plus plus vrai, fort. quoi. Ouais, totalement. Donc là, bah, c'est encore des sujets égalité homme-femme, consentement, etc. Un petit ovni maintenant voilà, que chez Pollen, on a trouvé sur le réseau comme beaucoup de monde. Je pense que vous avez dû le voir passer, ça a beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Donc c'est Tristan Bartolini qui a créé cette typo inclusive pour son projet de fin d'études. Donc vraiment, en fait, nous, on a vu qu'il y avait des pour et des contre, mais pour nous, à Pollen, ça a au moins le mérite d'exister, enfin d'être précurseur là-dedans, parce que vraiment, bah, sur la scène typographique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en termes d'égalité des genres, quoi.
Donc on ne dit pas que c'est vraiment une réponse adaptée, parfaite. En tout cas, c'est un début pour que les futurs typographes rebondissent dessus, etc. Enfin, voilà, c'est bien d'avoir lancé un peu le sujet. Maintenant, bah, en tant que graphiste, forcément, la typo inclusive, c'est bien compliqué à utiliser, donc faut trouver la solution. Ouais, ça a au moins le mérite d'attirer l'attention là-dessus et Voilà. d'ouvrir un champ d'expérimentation pour les typographes, quoi. Parce que c'est vrai que bah, tous les graphistes là qui nous écoutent aujourd'hui, j'imagine que vous avez déjà Mm. galéré à mettre de la typo inclusive Les dans points, les... les... Ouais. Voilà, c'est quand même Ouais. galère à utiliser. Mm. Donc je pense que, enfin, on pense que pour des typographes, Mm. il y a un champ d'expérimentation pour inventer une C'est manière de ça. faire de la typo inclusive, quoi. Et donc ce projet-là, on l'aime pas, mais n'empêche Mm. qu'il met le doigt là-dessus, quoi. Donc, Tout à fait. il y a un truc à faire. Enfin, pour nous, il y a un truc à faire à ce niveau-là, Mm. quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu un ovni pour terminer le côté graphisme militant Mm. orienté féministe. Mm. Après, on disait tout à l'heure, il n'y a pas que ces causes-là. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis cette année, les violences policières, la mort pardon, de George Floyd, il y a un certain nombre de revendications des Afro-Américains. Donc là, c'est la couverture du New Yorker en élu avec justement George Floyd. Et sur son corps, une illustration de plein de personnes victimes de violences policières aux États-Unis. Et là, ce qui nous a intéressé, bon, c'est une illustration originale évidemment, mais au-delà de ça, c'est le lien qu'il y a entre l'ILU et le contenu, parce que quand vous allez sur le site internet du New Yorker, en fait, vous pouvez rentrer dans l'illustration et pour chacune des personnes qui est présentée dans l'ILU, eh ben, vous allez avoir accès un peu à sa bio, à son histoire et tout ça. Donc il y a le côté couverture et prolongement sur le web où on rentre dans l'illustration, quoi. Donc on trouvait ça intéressant. Mm. Et du coup, ben, après, il y a des images de Black Lives Matter que vous avez dû voir passer, comme celle-ci par exemple, où là on retrouve des aplats, d'illustrations vectorielles, des couleurs assez chaudes, des contours un peu féminins aussi. Et donc, bah, voilà, ça y est, on voit du graphisme un peu lié à ces causes-là. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est bah, du coup des gens qui essayent de magnifier la diversité et de magnifier du coup des noirs, des personnes de couleur, voilà, en utilisant des codes graphiques. Alors là, c'est vraiment très années 80, des couleurs hyper flash et tout. Et surtout, ce qu'on trouve bien, c'est que bah, ça y est, il y a des artistes ou des graphistes africains dont on commence à parler, qu'on commence à voir passer sur les réseaux. Et ça, enfin honnêtement, on avait l'impression que dans tout le continent africain, il n'y avait pas de graphistes ou il n'y avait pas de designers, mais en fait, évidemment, bah, il y en avait, mais simplement on les voyait pas. Visible, ouais. Ils n'étaient pas visibles. Et là, avec ces revendications sur la diversité, etc., ben, on commence à les voir, enfin à voir des images arriver. Et là, bah, on est aussi bien dans la tendance, voilà, un peu comment du grain dans l'image, des couleurs hyper flash et tout. Donc on est bien dans cette tendance-là et on voit arriver des artistes africains. Donc ça c'est chouette. Et puis là, ben une image qui est très forte et qui, moi, je trouve, fait un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a les typos dessinées au pinceau comme si elles étaient faites sur une pancarte. La photo de la nana qui est vraiment un peu en contre-plongée, en position de force. Et puis, on a repeint par-dessus. Et les mots, c'est le pouvoir, on est plus fortes ensemble, les femmes ensemble, la liberté, etc. Donc, ça donne une image... voilà, très, très forte, très impactante. Puis c'est une image qui nous saute à la figure, quoi, avec du pinceau, avec des textures différentes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une image qui fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu. Et on voit que ces codes-là, alors plus près de chez nous, en France, bah, ils commencent à être réutilisés par du Gudus, par exemple. Donc là, c'est une affiche pour la CGT ou pour le PCF. Alors, ok, il n'y a pas la puissance et la force de l'image qu'on a vue juste avant, mais il y a le point levé, il y a le dessin au contour noir, comme on en parlait au tout début du webinaire, pour l'ILU. Il y a des couleurs flash. Donc voilà, donc on voit que ces codes-là sont utilisés aujourd'hui, même plus près de chez nous. Tout à fait. Voilà, donc pour faire une petite conclusion sur ce qu'on vient de vous présenter, sur les tendances,
Alors, on pourrait dire que ben, avec l'année qu'on a vécue, encore une fois, avec 2020, ben, c'est pas facile de prévoir des tendances pour 2021. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de secteurs sur lesquels on peut dire que ben, tout a été chamboulé en 2020. Pour autant, nous, on trouve qu'en graphisme, ben, je sais pas si c'est lié à la permanence des images ou au fait qu'on est tout le temps exposé aux images, mais nous, on trouve que quand même, si en graphisme, on peut arriver à dégager des tendances, on peut arriver à voir un peu ce qui va se faire. Alors, ben, dans ce qu'on vient de vous présenter, on pense qu'il y a des trucs qui vont perdurer, évidemment. Voilà. Et puis, donc, les deux choses que nous, on retient plus particulièrement, bah, c'est que, on en parlait déjà en 2020, c'est que le fait main permet vraiment de se distinguer, c'est-à-dire que ce dont Juliette parlait au tout début sur les illustrations, le grain, les textures, les choses imparfaites bah, qui ramènent un supplément d'âme, qui ramènent du côté manuel et humain par rapport à l'ordinateur, surtout qu'on se passe des dizaines et des dizaines d'heures de Zoom et tout ça, voilà, qu'on est vraiment tout le temps devant nos écrans, ben ça c'est un truc on pense qui va durer. Les typos rétro-modernes aussi, comme je le disais tout à l'heure, en réaction aux typos super standards. Alors évidemment, vous n'allez pas composer un doc de 400 pages avec une typo toute dessinée, hein. C'est vraiment des typos qui sont plus réservés au titrage. Mais n'empêche qu'on pense que ça va revenir, les typos très dessinés, très rétro-modernes. Ça revient déjà. Ça revient déjà, voilà, exactement. Et puis, dernière chose, ce qu'on disait là sur le militantisme, donc il y a un graphisme qui est un peu au service des idées et des causes. Pour autant, il ne faudrait pas tomber dans le greenwashing non plus, et que le graphisme ne soit que là cosmétique pour donner du fond à une entreprise ou à une marque. Mais ça aujourd'hui c'est plus possible parce que les jeunes générations elles ont besoin d'une cohérence totale, c'est-à-dire qu'elles vont pas adhérer à un message, que ce soit celui d'une marque ou d'une institution ou de n'importe qui, elles vont pas adhérer à un message si derrière tout n'est pas parfaitement aligné, c'est-à-dire la manière dont est fabriqué le produit ou le service, s'il est local ou pas, comment il est distribué, comment il est transporté. Donc tout doit être vraiment aligné jusqu'au graphisme. Le graphisme n'est que la manière de rendre ces valeurs-là, de les exprimer. Mais les gens vont pas y adhérer si derrière tout n'est pas aligné, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence totale là-dessus. Voilà, et ben on en a fini pour la conférence, donc on espère que ça vous a plu. On va peut-être répondre maintenant à vos questions. Donc ceux qui étaient peut-être pas là au début, il faut utiliser le chat pour nous poser vos questions. Et puis du coup, Réjeanne et Charlotte ont peut-être déjà répondu à certaines de vos questions. Alors moi j'en ai quelques-unes, donc Réjeanne et Charlotte sont dégagées depuis le début. Réjeanne me dit, enfin du coup je sais pas qui a posé cette question, mais d'où vient la tendance déformation des persos et pourquoi? Alors d'où ça vient, moi je saurais pas dire d'où ça vient. Pourquoi c'est fait? Je pense que c'est parce que ce qu'on cherche justement c'est à amener un style un peu différent et que le fait de déformer des personnages, ça les rend, déjà on peut accentuer leur mouvement et puis du coup ça donne une perspective. Souvent ils ont des grandes jambes, une petite tête, donc on a l'impression qu'on est en contre-plongée quand on les voit. Et ça permet de les singulariser en fait, ça permet de les distinguer par rapport à des personnages qui seraient réalistes. Donc souvent les dessinateurs, les illustrateurs qui font ça, ils ont des univers assez riches et du coup ils vont vers ça, je pense, pour se distinguer de choses très réalistes, quoi. C'est ce que j'allais dire en fait. Ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'il y avait le flat design en illustration qui a beaucoup été utilisé ces derniers temps avec des personnages très proportionnés, réalistes. Ouais, moi ça me fait penser à Malika Favre par exemple, les illustrations de Malika Favre qu'on a beaucoup vues. Même si ça reste quand même trop chouette ce que fait Malika Favre, mais c'est vrai que le côté déformé, ça donne vraiment une singularité, je pense, à la personne qui dessine l'illustration. Ça lui donne une patte aussi. Enfin, pour moi, c'est un parti pris aussi. Enfin, et puis, comme on a parlé aussi par rapport au féminisme, au fait d'être tous un peu différents dans nos. Ouais, tu vois, là, il y a Lisa sur le chat qui dit que Niki de Saint-Phal, dans ses sculptures, elle utilisait aussi la déformation. Ouais, et c'est ça vrai a toujours existé. Ouais. Totalement. Niki de Saint-Phal, c'est vrai qu'elle accentue les courbes de la femme. Elle montre vraiment les choses
qu'on voulait pas montrer et qui c'est vraiment dommage de pas montrer. Euh, je Un continue. conseil pour les jeunes étudiants en graphisme, m'a dit Mathé, nous demande ça. Et ben, faut s'accrocher, Ouais, faut travailler son style à soi, faut c'est vraiment ça. essayer d'avoir, de pas, enfin, de se concentrer sur ce qui fait ta différence en fait, de Mm, vraiment d'essayer de creuser ton style. Alors après, au bout d'un moment, faut pas s'enfermer dans ton style, mais quand même, quand tu es étudiant, vas-y, explore, teste, fais-toi mm, plaisir, parce que après, quand tu vas trouver du boulot, bah, tu auras un client en face de voilà. toi, il Mm, faudra quand même que tu répondes à ses attentes, et donc tu auras un peu moins de liberté. ces contraintes. Ouais, totalement. Pour moi, les années d'études, c'est vraiment des Ah années bah où il ouais, faut explorer, s'éclater et tout. faut s'éclater. Pour moi, c'est le mot. Mm. Faut tout donner. C'est quand la prochaine conférence? Alors, bah ça, on va en parler peut-être, bah, je sais pas, on peut en parler Euh, maintenant. oui, si tu veux. Mm, Le prochain mardi graphique, alors on n'a pas encore de date. Le truc, c'est qu'on aimerait bien faire un mardi en live mm, et on attend avec impatience que l'exposition qu'il va y avoir au Champ Libre à Rennes, qui s'appelle Face au mur, c'est une expo sur le graphisme engagé, donc il fait tout à fait écho avec ce qu'on vient de dire avec le mm, graphisme militant. mm. Elle aurait dû ouvrir, je crois que c'était en novembre, il me semble. Et bah évidemment, elle n'a pas ouvert comme tous les musées. Donc, on espère qu'au printemps, ça va rouvrir et qu'on pourra faire le prochain mardi graphique en partenariat avec l'expo Face au mur sur le graphisme engagé. Voilà. Mais honnêtement, on n'en sait rien. Donc, bah, c'est ce que je disais au début. Dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée de faire une newsletter pour qu'on vous tienne au courant des mardis graphiques à venir. Mais sinon, pour être au courant, bah, faut nous suivre sur Facebook, sur Mm. Twitter, Tous les Instagram, réseaux. LinkedIn. Ça Mm. y est, on est partout maintenant. Alors j'ai une question. Tendance rétro, c'est sympa mais un peu nostalgique et hyper réel. Est-ce qu'on ne perd pas un peu le rêve? Alors, le Alors, rêve, ça veut tout rien alors, dire. pour moi, il y a deux choses là. La Ouais. tendance rétro, bah, pour moi, elle envoie quand même du rêve, hein. Il y a quand même des chouettes images dans la tendance rétro, Mm, des belles typos, comme on l'a vu tout à l'heure. mm. Si on perd le rêve, c'est peut-être dans la tendance sur le Bah oui, c'est féminisme, ça. où on Ouais. montre les vrais corps des femmes. Alors, Mm, effectivement, c'est pas des corps sublimés, hein, c'est pas Lara Croft, c'est pas. Voilà. Mais ça n'existe pas en même temps, ces corps-là. Donc, après, c'est vraiment une opinion, hein. mm, Bah, c'est sûr que la majorité, on a été conditionné aussi depuis des années et des années avec des images publicitaires à voir des femmes absolument sublimes sous tous les angles. mm. Donc c'est sûr que quand on revient aux femmes normales, entre guillemets, ben ça Oui. retombe un peu, quoi. Mm, Mais quand même, c'est super important pour les jeunes filles aujourd'hui d'avoir la possibilité de s'identifier à des femmes réelles, quoi. mm. Donc ça va peut-être pas remplacer, je pense pas que après-demain toutes les campagnes de pub montrent Non, bien sûr. Mm. des femmes avec des bourrelets et des kilos en trop, mais que quand même il y en ait un peu qui aille là-dessus, bah, Bah, ça va c'est venir, déjà quoi. pas mal, quoi. Ouais. Après, je crois la question était aussi tournée vers ce qu'on a dégagé dans vraiment le côté vintage, des typos, des mises en page, etc. Je pense que, comme disait Laurence, par rapport à la vague qui s'en va et qui revient, on a toujours tendance, en fait, bah, même dans la manière dont on s'habille, le vintage, il revient vraiment beaucoup. Enfin, moi, je sais que voilà, j'aime bien m'habiller comme dans les années qui précèdent, mais c'est pareil en graphisme en fait pour moi. Enfin, le vintage, bah, forcément, sera toujours présent. On aura toujours envie de revenir sur des choses qu'on a déjà faites. Après, bah voilà, il y a aussi beaucoup de choses à imaginer, mais pour moi, ça sera jamais mort en fait. Bah, de Enfin, toute façon, toutes les générations s'inspirent de ce qui a été fait ouais, avant. c'est ça. Mm, Moi, quand j'étais gamine, enfin, quand j'avais 25 ans, c'était la mode des années 70. mm, Maintenant, c'est la mode des années 80. Enfin, voilà, de c'est ça. génération en génération, on va toujours chercher dans les années d'avant, puiser des sources Mm, d'inspiration et on les absorbe et on mm. les recrache à sa Voilà, manière. c'est ça. Donc, C'est pas exactement pareil. on part pas de zéro en fait. La Mm, création, elle part jamais de zéro. Elle s'inspire toujours de ce qui a été fait avant. mm, Donc le rétro moderne, c'est vrai, c'est pas ça vient pas de naître aujourd'hui. Enfin, c'est pas une mm. tendance neuve, mais c'est tout le temps un truc qui est en train de bouger et qui est en train C'est ça. d'évoluer. Et les sources d'inspiration d'aujourd'hui pour faire du rétro moderne, c'est plus celles qu'on utilisait avant. Enfin Mm, voilà, les typos hyper 70s, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis quelques temps, quoi. c'est vrai. Mm. Par rapport à la typo, je remets une question. La comics sans MS, oui ou non?
Moi, je pense, alors la comics sans MS, il y a des gens qui l'utilisent. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une typographie que les graphistes, voilà, voilà, la bonne image. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens en fait qui surfent aussi là-dessus, qui la réutilisent justement pour jouer ce côté un peu décalé, un peu humoristique, etc. Nous, personnellement à Pologne, je pense pas qu'on utiliserait la comics sans MS, mais pour moi, ça peut être quand même assez tendance. Ça dépend en fait du visuel qui est associé à la Non, typo. alors moi, la comics sans MS, c'est juste Non. pas possible, quoi. Pour moi, c'est juste pas possible. Mais je pense que C'est c'est un une clin question de d'œil, génération, c'est un hein. clin d'œil, ouais. C'est ça. Clairement, c'est une Mm. question de génération. Mais moi, la comics sans MS, jamais, jamais, Ouais, bah c'est osé, quoi, jamais. voilà, Voilà, c'est jamais. no way. Alors d'autres questions, c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup, on va pas pouvoir répondre à tout malheureusement, je pense. Bah, on a encore un peu de temps. Oui, après on reste, voilà. Beaucoup de remarques sur les corps parfaits, ça fait débat sur le chat. Bah oui, c'est sûr. Heureusement, enfin voilà, de toute façon c'est le débat actuel, donc forcément. Ouais, alors Réja nous pose plein de questions aussi. Donc le Nous logo renvoie des illustré, questions. ouais, nous renvoie des questions. Est-ce que le logo illustré fera partie des tendances? Quel est le but, l'argument pour convaincre d'utiliser des typos cinétiques? Et en réaction aux tendances militantes, est-ce qu'il y a un côté plus greenwashing? Alors, on va essayer de répondre vite fait. Ok. Bah, c'est vrai que le danger du militantisme, c'est que les codes du militantisme soient récupérés pour faire des campagnes de pub, pour vendre des savons ou n'importe quoi, enfin voilà, Mm. qui n'auraient rien à voir avec, Ouais. enfin qui seraient pas vraiment fondés quoi. Mm. Mais ça, je pense que ben, autant ça marchait quand moi j'étais gamine avec la pub qui nous bourrait le crâne et on n'avait aucun moyen d'y échapper en fait. Mm. Autant aujourd'hui, bah, les jeunes générations, enfin les gens qui ont entre 15 et 25 ans aujourd'hui, vont pas être dupes quoi. Mm. Et une marque qui va copier les codes du militantisme, mais ne pas être transparente et ne pas dire clairement d'où viennent ses produits et comment ils sont fabriqués et Mm. tout ça, je pense que ça va peut-être berner quelques Ouais, personnes, quelques-uns. mais Mm. ça va pas être durable, quoi. Au contraire, elle va se tirer une Mm. balle dans le pied. Mm. Donc voilà pour ça. Ah, zut, qu'est-ce qu'elle me demandait d'autre, et Jeanne euh, Sur le logo Ah oui, sur le illustré. logo, est-ce que le logo illustré va être une tendance? Illustré dans Moi, quel sens ouais, illustré dans quel déjà? sens? Alors, Ouais. moi, je pense pas un logo illustré, un logo, enfin, une illustration comme on les a montré tout à l'heure, Mm. c'est vraiment des illustrations, Mm. c'est vraiment complexe, il Mm. se passe beaucoup de choses, et ça peut pas être quelque chose qui rentre dans un logo. Un logo, par définition, c'est quelque chose d'assez simple, qu'on va mémoriser facilement, et qui va être facile à appliquer sur les différents supports, Mm. print comme web. Donc, l'illustration pour ça, voilà, elle est en dehors. Par contre, une marque peut tout à fait avoir un logo relativement simple et utiliser l'illustration En univers. pour son Ouais. univers de marque. Mm. Donc, que ce soit sur des pubs, que ce soit sur des brochures, que ce soit sur des flyers, sur son site internet, n'importe où, là, elle peut utiliser de l'illustration. Mais pour moi, ça fait plus partie de l'univers graphique que du logo Mm. à part entière. Faut pas oublier qu'un logo, il est vraiment là Mm. pour que, en un clin d'œil, vous vous disiez ah oui tiens c'est telle marque qui me parle Mm. quoi. Voilà, et Ça, c'est tout. Donc il bah, peut ça pas peut être trop être compliqué. transcrit, mais en signe. Enfin, nous, on fait aussi ça, mais des signes illustrés, Voilà, ça va mais être un très, signe. très simplement. Enfin, Ouais. voilà. Faut pas qu'il y ait enfin, il peut y avoir un peu de matière, mais il faut vraiment que ce soit le plus simple possible, comme disait Laurence, quoi. Est-ce qu'il y a une French touch qui se dégage En graphisme? dans le graphisme? Bah, c'est vrai qu'on a parlé de Murmure, on a parlé de Ouais. Violaine et Jérémy. Donc en tout cas une French touch peut-être pour ce retour à des typos très dessinés Mm. comme le font Violaine et Jérémy. Surtout, ouais, Violaine et Jérémy. En Euh, illustration, bah oui, enfin, on suit pas mal d'illustrateurs français. Après, moi, enfin, c'est vrai que je regarde pas forcément leur origine. Enfin, c'est pas vraiment la première chose qui me tape à l'œil. Mais je pense que oui. Enfin, voilà, il y aura forcément des artistes français qui sortiront un peu sur la scène du graphisme. Mais nous, oui, est-ce qu'on en a relevé quelques-uns? Oui, on a vraiment des coups de cœur, quoi. Mais comme beaucoup de gens, je pense. Moi, je trouve quand même quand on regarde, alors c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à mondialiser les Mm. goûts et les codes visuels, clairement. C'est Hein. ça, ouais, en fait, On ouais. prend des inspirations Mm. dans tous les pays du monde. On On le se voyait là balade, en quoi. Afrique, maintenant Ouais. tout le continent africain voilà, on commence à voir des Mm. choses sortir. Pour autant, il y a quand même des spécificités culturelles et c'est ça aussi qu'on va chercher, quoi. Mm. Donc une French touch.
Ouais, peut-être. On l'a pas identifié comme ça, mais c'est vrai que le concept peut être intéressant, quoi. Peut-être moins fort Tout à qu'en fait. musique que la Ouais. French touch musicale d'il y a quelques années, mais peut-être. Ouais, c'est vrai. Quel est l'argument pour convaincre d'utiliser des typos cinétiques? Donc, j'imagine que c'est pour convaincre vos clients Je pense. d'utiliser des typos cinétiques. Peut-être Bah, il faut leur montrer ce que ça fait. des exemples, Il faut leur montrer déjà. des exemples pour essayer de leur dire, bah regardez, c'est vachement sympa. Aujourd'hui, il y a X quantité de personnes qui fréquentent les réseaux sociaux ou qui regardent son téléphone toutes les 10 minutes. Donc vous pouvez pas passer à côté de l'image animée parce que c'est ça qui attire le plus l'œil quand on regarde son Facebook pour les vieux ou son Instagram pour les jeunes. C'est ça qui attire le plus. Donc, pour moi, l'argument, il est un peu là, quoi. C'est de dire que l'animation de typo, c'est quand même un support vachement cool et un peu incontournable aujourd'hui, quoi. Voilà. Comment convaincre un client d'aller un peu plus loin? Alors, on sort les rames et on pédale. Non, ça, c'est clairement pas facile. Nous, on a toujours, même aujourd'hui encore, des clients à qui on a du mal à faire passer nos recommandations. C'est pas que nos envies, c'est vraiment nos recommandations. Parce que on n'est pas des artistes, on n'est pas là pour faire des toiles et se faire plaisir. On est vraiment au service de nos clients pour exprimer par des signes visuels, des couleurs, des typos, etc., les messages qu'ils veulent faire passer. Donc, on est vraiment à leur service. Pour autant, on a des clients qui parfois n'ont pas forcément une culture visuelle forte, voire ils n'en ont pas du tout parfois. Et effectivement, avec ces clients-là, on va ramer. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de la pédagogie, en fait. C'est de leur expliquer, de leur montrer des exemples et de leur expliquer pourquoi ces exemples-là sont intéressants et en quoi ça peut les aider à résoudre leurs problèmes, en fait. Mais c'est sûr que vous aurez toujours des clients qui vont vous dire, moi, j'aime pas le rouge, je veux pas de votre logo en rouge. Alors, vous aurez beau lui sortir tous les arguments que vous avez pour le rouge, il voudra pas. Il y a un moment, s'il veut pas, vous pouvez pas faire grand chose, quoi. Donc clairement, on se heurte à ça. Alors, je ne sais pas si des studios comme Murmure ou Violaine et Jérémy ou d'autres studios français ou étrangers ultra connus ont encore ce problème-là. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand on est ultra connu, on n'a plus ces soucis. Mais en fait, c'est vraiment une question de clients. Si vous avez des clients qui sont très connaisseurs en graphisme, ils vont venir vous chercher parce qu'ils savent ce que vous êtes capable de faire et ils vont vous challenger. Si vous avez des clients qui n'y connaissent rien, il y a des fortes chances pour que vous ayez du mal à faire passer vos pistes. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vois, ma question est passée à la trappe de Bisbis, mais du coup, je vois pas ta question. Désolée, on va peut-être passer à une autre. Bisbis, sinon, tu nous reposes ta question sur le chat. Comment contrer, comprendre la demande « je veux du moderne et du dynamisme ». Dynamique, pardon. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui disent je veux du vieux et du ringard. Heureusement. Voilà, tu peux tourner ça à la dérision en disant bah oui, je vous aurais bien fait un logo moche, vieux et dépassé, mais puisque vous insistez, je vais faire un truc moderne et dynamique. Non, c'est pas facile de faire ça parce que tu peux pas toujours te moquer des clients. Vaut mieux pas. Mais faut le prendre pour acquis pour moi. Mais voilà, mais en général, quelqu'un qui fait l'effort d'aller voir un graphiste, surtout un jeune graphiste, c'est qu'il veut quelque chose de moderne et dynamique. Totalement. Donc voilà, après, à toi d'essayer d'expliquer le mieux possible pour faire comprendre pourquoi tu proposes telle ou telle piste, quoi. C'est ça. Alors, Bisbis21, tu nous reposes ta question. T'es étudiant entrepreneur de retraite, pas les moyens de payer un studio de graphiste pour le branding de ton projet innovant. Comment faire? Comment s'auto-former là-dessus? Alors, être graphiste, ça ne s'improvise pas. C'est un vrai métier, ça s'apprend. C'est un peu comme être architecte. Autant ça s'apprend pas au CM1 ou en terminale, autant ça s'apprend en études supérieures. Et alors, il y a quelques graphistes excellents qui sont autodidactes. Je pense à Brest qui avait participé au dernier mardi graphique sur les lieux de culture. Donc, il y a des autodidactes, mais je te conseille quand même de ne pas te lancer là-dedans parce que pour avoir une culture visuelle en typographie, en calage, en composition de tes textes et tout, c'est vraiment un métier, ça s'apprend.
Si tu as besoin, en tant qu'auto-entrepreneur, de te faire un logo pas cher, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils font par bouche à oreille, tu vois. Donc, tu vas voir des étudiants dans une école d'art. Il y en a plein à Strasbourg. Je crois qu'il y a les Beaux-Arts de Strasbourg qui est bien. Enfin, il y a plein de super écoles à Strasbourg. Tu demandes à des étudiants et voilà, et tu bosses comme ça. Et s'il te plaît, ne demande pas du boulot à 10 étudiants avant de choisir celui avec lequel tu veux bosser. Essaye d'aller voir leur book et voir ce qu'ils font. Tu repères ceux qui ont le style qui te plaît le plus. Tu en contactes 2 ou 3. À ces 2 ou 3-là, tu expliques ton projet et tu vois avec qui tu as envie de travailler. Et ensuite, tu choisis une personne et tu lui dis voilà, je veux travailler avec vous. Et après, vous bossez ensemble. Tu vois, mais évite de mettre en concurrence des graphistes et de leur demander à chacun de faire 4 propositions. Parce que c'est à ça souvent qu'on est confronté lors de mise en compétition privée ou même parfois publique. C'est plus rare, mais ça peut arriver. La création graphique, c'est un vrai travail. C'est pas un logo, c'est pas un petit gribouillis sur un coin de table. Ça prend du temps à être fait. Sinon, ça ressemble à rien. Ou alors, c'est vraiment un génie qui va te faire ton logo en 3 minutes 12. Donc, mais en général, ça prend du temps. C'est un vrai boulot. Donc, ne pense pas que tu vas arriver à le faire forcément toi tout seul. Moi, je te conseillerais plutôt de faire bosser un étudiant en graphisme. Après, moi, je suis d'accord et en même temps, je sais qu'en tant d'étudiant, souvent c'est gratuit du coup la démarche. Donc forcément, ça forme. Enfin, moi, j'ai fait ça dans mes études. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu reconnaissance. Donc si tu peux, toi, derrière, soit lui verser un peu d'argent ou même lui faire je sais pas, un cadeau, enfin voilà, Un une échange. reconnaissance, voilà, un échange, parce qu'en tant que, même si on est étudiant, on crée quelque chose et ça sort de nous et voilà, on a besoin d'une reconnaissance. Ouais, et puis pour parler du prix aussi des prestations, parce que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais c'est quand même vachement important. Tu vas trouver des logos sur je sais plus quel site internet à 5 $. Tu vas pouvoir choisir ton logo ou customiser ton logo pour 10 euros ou 20 euros. Ok, tu peux aussi aller au restaurant et manger pour 5 centimes. Tu vas en avoir pour 5 centimes. Donc, tu peux aller au restaurant et manger pour 100 euros. Tu vas pas manger exactement la même chose. Tu vas pas boire exactement la même chose. Et ben en graphisme, c'est pareil. Tu vas trouver des logos gratuits parce que ce sera des étudiants qui vont les faire ou parce que tu vas trouver des gens qui ont vraiment très envie de travailler pour toi. Mais tu vas trouver aussi des entreprises parisiennes, des agences ultra réputées qui vont pas te faire ça pour gratuitement, qui vont faire un logo pour, je sais pas, Graphéine par exemple, sur leur blog, le logo de Limonnet, je crois il a été facturé 22 000 euros. Logo plus charte graphique plus déclinaison. Moi, j'avais été en compète avec une agence, Pollen Studio avait été en compète avec une agence parisienne qui, pour un logo, une charte graphique, facturait 250 000 euros. Donc, il faut savoir que, voilà, il y a absolument tous les prix dans la profession. Après, tu as un niveau de qualité qui correspond au niveau de prix. Donc, au client de voir s'il veut se payer un logo à 5 euros ou à 5 000 ou à 10 000 ou etc. quoi. Voilà. Totalement. Alors, est-ce qu'on a des logiciels? Ouais, c'est un bon sujet, la tarification, nous dit Julien de Meyer. Effectivement, c'est très tabou. Nous, à Pollen, juste pour finir sur le sujet, on facture à la journée. Et on trouve que c'est un bon moyen aussi d'arriver à estimer, faut estimer le temps qu'on va passer sur un projet, il faut estimer un tarif journée, mais c'est un bon moyen de faire un devis au plus juste. Une autre question peut-être à l'heure actuelle. Ouais, designer nous dit pour une start-up, on est prêt à payer un avocat, un informaticien, un commercial, pourquoi pas un graphiste? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question parce que je suis désolée, mais la communication visuelle et le logo d'une boîte, c'est super important quoi. Donc oui, évidemment, on devrait être prêt à payer un avocat, un commercial et un graphiste quand on monte sa boîte. Merci designer pour ta remarque. Et merci Bisbis du coup. Alors Mélisa nous dit, je cite un de mes clients qui a refusé un devis, c'est du dessin, j'ai pas à payer pour ta passion, moi aussi je peux dessiner. Voilà pourquoi certains ne payent pas les graphistes. Alors avant de commencer à bosser, surtout ne commencez pas à bosser sans avoir de devis signé. C'est la base, vous allez vous faire avoir sinon. Enfin vraiment,
et ton client qui a refusé un devis, eh ben, très bien Tant qu'il pis le pour lui. dessine son logo, qu'il le fasse lui-même, et bon courage, tu vois. Enfin, honnêtement, faut les fuir, ces clients-là, quoi. Ils Mm. vont vous faire perdre du temps, ils vont vous faire perdre de l'énergie, de l'argent, ils vont vous dégoûter de Mm. votre métier. Enfin, faut les fuir, quoi. Donc, il y a des gens, oui, qui ne comprennent pas ce que c'est que la valeur ajoutée d'un graphiste parce qu'ils n'ont pas de culture autour de la communication. On ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça, hein, ils sont peut-être très cultivés par ailleurs sur plein d'autres choses. Bah tant pis, s'ils ne comprennent pas, voilà, vous pouvez, enfin, c'est Faut pas difficile se battre. de se Ouais. bagarrer avec eux. Mm. Bah, nous, on fait les mardis graphiques pour essayer de Ouais. convaincre les gens Ces et pour gens-là. essayer de Mm. répandre la culture, mais c'est super difficile, quoi. Voilà, il y a Eddie Vincent qui te répond de changer de client. Elle a raison. Tout Euh, à fait. Ouais, la culture du design française n'est pas aussi bonne que dans l'Europe du Nord, c'est sûr, et même Mm. qu'en Suisse et même qu'en Angleterre. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai bossé en Angleterre après mes études. Et ben, le métier de designer est 100 fois plus reconnu en Mm. Angleterre que ce qu'il est en France, hein. Donc c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel pour les animations de typo? Bah, La grande spécialiste des animations non, non, chez Paulette va on répondre. va nous sur un peu. Bah, du coup, c'est After Effects, comme beaucoup de gens. C'est vrai que nous, bah, à part voilà, Illustrator, InDesign, Photoshop, Photoshop. on a After Effects. After Effects, c'est très bien pour la typo, pour les illustrations, parce qu'on fait aussi l'animation d'illustration. Après, oui, il y a beaucoup d'autres logiciels, j'en suis consciente, oui, Animate, etc. Moi, j'ai été formée sur After. Après, faudrait peut-être que je me forme sur d'autres choses, mais il y en a plein. Moi, j'aimerais bien ouais, apprendre plein de choses, quoi, c'est sûr. Et moi, Donc moi, je voilà. fais des gifs sur Photoshop, hein. Donc moi, je peux pas répondre à ces questions-là. Et c'est très bien, les gifs sur Photoshop aussi. After, c'est le must, ouais. C'est sûr que c'est pas mal. Ouais, il y a Malvinacha qui dit toujours demander le versement d'un acompte. Si le client ne veut pas te payer l'acompte, ça en dit loin sur ce qui se passera si vous Mm. travaillez quand même. Donc Mm. oui, ça c'est quand tu démarres, effectivement, demander un acompte de 30% par exemple à la Ouais, commande, c'est vrai. ça montre bien si ton client est prêt à payer quelque chose au graphiste. Donc, Ouais. et puis il y a même des arnaques en ligne, hein. Nous on a reçu aussi il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, Méfiez-vous oui, des oui, il gens y qui en vous a, font hein. des demandes par email et tout ça. Enfin, vérifiez bien à qui vous Bah, avez affaire avant de répondre sur des demandes de prix. Mm. mm. Ah bah, il dit Vincent, de rien. Il y a beaucoup de questions encore. Alors, Je vais voir si Manouchka 3 qui nous demande comment tarifer tes projets. Est-ce qu'il vaut mieux déterminer un taux horaire et le nombre d'heures ou plutôt déterminer un tarif pour chaque type de projet? Nous, on fait toujours un peu les deux, tu vois. Mm. On a toujours tendance des fois, on estime, à force, si tu veux, à force de Ah bosser, tu oui. finis par savoir à peu Mm. près combien ça coûte un flyer, combien ça coûte un doc de 24 pages, combien ça coûte de faire une ILU super compliquée. Voilà, donc on a une tarification comme ça, projet par projet, mais on a aussi, on la vérifie avec notre tarif jour, tu vois. C'est-à-dire que, ben voilà, je sais pas, tu vas te dire une super ILU hyper compliquée, je vais y passer 2 jours et ben voilà, tu vois, si Mm. alors en général, quand on débute, pour parler des tarifs, vraiment très très largement, quand tu débutes, tu vas être à 200, 250 euros la journée en Ouais. freelance, à peu Mm, près. à peu près. Alors ça paraît beaucoup, sauf que derrière, tu as toutes tes Bah charges oui. à payer et tout ça, donc c'est pas tant que ça. Et puis un graphiste qui a une dizaine d'années d'expérience, on va dire, ça va plutôt être entre 500 et 600 euros la journée. Et si tu vas chercher des stars à Paris, là, tu vas dépasser, tu vas être plutôt à 1500 euros la journée. Encore une fois, attention, des fois on facture, enfin, alors nous on facture pas 1500 euros la journée, mais un graphiste qui va facturer 1500 euros la journée, ça va vraiment être du top niveau, donc il va peut-être plutôt bosser 2 jours Mm. qu'une journée Mm. vendue vraiment quoi. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez des charges à payer, donc Ah oui. l'argent que vous recevez, c'est pas 100% dans votre poche, hein. Derrière, vous allez Loin de là. avoir de l'URSSAF, de la retraite, etc. Donc Cotisation. renseignez-vous bien Mm. là-dessus quoi. Peut-être des questions sur les tendances. Enfin, je sais pas s'il y a des Ouais, je sais gens pas si vous avez des questions sur les sur ce qu'on tendances. a pu dégager. Il est déjà midi. Je vais redire aussi que si vous voulez être au courant des prochains Mm. mardis graphiques, donc là
On disait que le prochain mardi graphique, ce serait peut-être en live, on l'espère, à Rennes. Alors, pour ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir à Rennes pour assister au mardi graphique, même quand ça a lieu à l'école des Beaux-Arts, il y a une captation et ensuite on met ça sur le site de Pollen. Il y a une partie mardi graphique, alors qui n'est pas très visible, mais on va se démerder là dans les prochains mois pour que la page mardi graphique soit plus présente sur notre site. Et on met les vidéos de tous les mardis précédents sur la page des mardis graphiques du site de Pollen. Donc, sur YouTube et en plus de ça, c'est sur YouTube. Et sur Twitch, du coup. Voilà, donc ceux qui seront sur Twitch. Oui, mais après, oui, vous pouvez aller du coup sur Pollen Studio sur Twitch et normalement nos vidéos sont sauvegardées. Et pour vraiment toutes les voir, elles sont toutes sur la page de notre site internet, la page des mardis. Donc voilà. Et sinon, pour suivre l'actu, il faut aller sur le Facebook, le Twitter, etc. Enfin, aller sur tous les réseaux. Et oui, la petite blague. Mardi, on l'a pas dit. Ouais, on n'a pas dit, mais aujourd'hui c'était mardi gras. Voilà, on n'a pas mis de déguisement. On se dit ça va être un peu lourd comme blague, mais il y en a qui la font quand même. Ben voilà, je sais pas si vous avez plus de questions sur les tendances et tout ça. On va peut-être vous laisser là. Après, on est toujours disponible par mail ou ce genre de choses, hein, ou même sur les réseaux si vous avez des questions en dehors de la conférence, bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. On peut pas tout répondre à tout, ça va assez vite finalement. Mais merci à vous, vous avez été ultra nombreux parce que vous étiez plus de 400 inscrits et je crois qu'on n'était pas loin d'être 400 à être oui, j'ai pas regardé, on n'a pas regardé le compteur, mais on demandera aussi qu'il y en avait plein, donc merci beaucoup à tous et toutes d'être venus et puis on espère pouvoir vous retrouver en live donc au printemps prochain. Si jamais on peut pas, on refera des mardis graphiques en webinaire et on vous repréviendra. Pareil, si vous avez des idées thématiques que vous voulez qu'on aborde, allez-y, dites-les nous par chat ou lâchez-vous. Donc le graphisme engagé, ce sera sans doute la prochaine avec l'expo des champs libres. Mais s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, faites-nous en part. On sera, après. Très réceptive. Après, oui, forcément, on fera aussi en fonction de nous, mais toujours bien d'avoir des avis extérieurs. Ouais. Voilà. Merci. Merci d'avoir été très réactif aussi sur le chat. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. C'était une première sur Twitch, donc j'espère qu'on a assez bien joué le jeu, un peu du gaming, parce que du coup Twitch c'est quand même pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais ça marche bien. Ouais, ça marche bien, c'était cool. Voilà. Donc on a passé un bon moment, nous en tout cas, et on espère que vous aussi. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine fois. Et voilà, si vous voulez nous contacter, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc, salut à tous. De loin. De loin. À bientôt. Bonne journée. Ouais. Au revoir. Au revoir.